Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons continuer du coup dans les adaptations. Oui, alors, premier Marvel de l'année, 2 semaines après, une autre adaptation de bande dessinée qui a été Astérix. Alors, Astérix a été catastrophique, on va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, parlons Marvel. Enfin, il était temps, ça commence à me manquer. Aujourd'hui, nous allons parler du coup du premier film de la phase 5 du Marvel Cinematic Universe, Ant-Man 3. Alors techniquement, oui, le titre est plus long, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, mais je vais l'appeler Ant-Man 3, c'est plus simple. Vidéo toujours sans spoiler, avec le chapitrage comme je précise à chaque vidéo, et encore une fois je répète, je le précise, je ne suis pas un spécialiste ciné. Mon objectif à la base c'est de vous donner envie d'aller découvrir un film en salle, histoire de dire est-ce que clairement ça vaut le coup que j'investisse 2 heures de mon temps et 9,80€ pour une place de cinéma, en moyenne bien sûr. Donc voilà, vous voyez cette vidéo plus comme un conseil conso, rien de plus. Pas forcément besoin de faire une mise au point dans cette vidéo, passons directement à l'histoire. Avant de préciser du coup l'histoire, je me dois de rappeler un petit truc. Pour être à peu près à jour au niveau des Marvel, si vous voulez clairement profiter de votre expérience ciné vis-à-vis de ce Marvel, je vous recommande fortement de faire du coup un visionnage de la saison 1 de Loki, disponible sur Disney+. Ce sera un petit peu mieux si vous voulez comprendre certains petits clins d'œil, certaines petites références, même si techniquement vous pouvez vous en passer. Vous pouvez très bien aller voir Ant-Man 3 sans avoir vu Loki saison 1 sur Disney+. Mais si vous voulez profiter de certaines petites références ou de certaines petites subtilités, c'est une petite recommandation que j'aurais tendance à vous faire. Passons donc à l'histoire. L'histoire se passe donc bien après Avengers Endgame, bien après la bataille de Thanos. On y retrouve du coup Scott Lang, le Ant-Man actuel du MCU, qui, alors, essaye de faire sa vie. Alors je crois que c'est le mec le plus chill du monde, concrètement, là où tout le monde galère, galère sa mère, concrètement, dans le MCU, parce que chacun perd un proche, ou parce que c'est le bazar dans un pays, ou parce que... Bref, Scott Lang est le seul qui, concrètement, tout va bien dans sa vie. Il a écrit un bouquin, il est totalement reconnu en plus à San Francisco, donc là où il habite. Et concrètement, il fait sa vie. Alors, c'est pas forcément toujours très simple. Sa fille, je rappelle, elle a pas subi les effets de Thanos, évidemment. Donc forcément, elle a grandi entre-temps, un peu trop grandi. Un peu trop, elle est devenue, on va dire, très brillante, certes, un peu activiste sur les bords, bon, ce qui a un peu tendance à faire paniquer le papa qui se dit « Non mais attends, je suis un super-héros, et là tu me montres quoi comme bonne image ?» Enfin bref. Bon, alors, faisons simple, là je vous raconte même pas les 5 premières minutes du film, c'est plus du background qu'autre chose. Faisons simple. Il s'avère qu'à un moment donné, toute la petite famille, c'est-à-dire Hank Pym, Janet, sa femme, qui du coup a été repêchée dans Ant-Man 2, Hope, Cassie, la fille de Scott, et Scott, du coup, tous les 5 se retrouvent à un endroit, et ils étaient censés faire une petite expérience par rapport à l'univers subatomique, là où était emprisonnée Janet, et aussi le ressort scénaristique, je rappelle, d'Avengers Endgame, accessoirement. Et il s'avère que une expérience va mal se passer, du coup, et propulsant nos 5 amis, du coup, le Scooby Gang, à travers l'univers subatomique. Et forcément, le but étant de se retrouver et de partir, sauf que, bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors encore une fois, histoire sans spoiler, j'ai essayé d'expliquer un peu les tenants aboutissants. Là, ce que j'explique, c'est même pas les 10 premières minutes du film. Et encore, le film fait 2 heures, donc autant vous dire que c'est à peine effleurer la surface de l'iceberg, c'est vous dire. Passons du coup à la partie mon avis. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, le film est un peu en train de se faire bâcher sur les réseaux sociaux pour tout un tas de raisons. Je vais essayer de défendre le film parce que, à titre personnel, moi j'ai bien aimé ce film. Il y a plein de points lors de mon visionnage dans la salle de ciné qui ont fait que j'ai passé un très bon moment. Et je vais essayer de le défendre du mieux que je peux. Bien évidemment, c'est pas un film parfait, je le sais. Mais, alors déjà, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Oui, j'aurais tendance à le recommander. Concrètement, si vous voulez passer 2 heures de votre temps et 9,80€ pour aller voir un film Marvel... Oui, honnêtement, j'aurais tendance à le recommander. Voilà, c'est un film sympathique.
On est au-dessus du téléfilm, mais d'écran en dessous d'Avengers, bien évidemment. Pourquoi le film m'a beaucoup plu? Déjà d'une, alors je vais essayer de reprendre à peu près les mêmes notes que j'avais pour Astérix. Alors, on va essayer de reprendre à peu près dans l'ordre chronologique. On va parler de la musique. Déjà, niveau musique, encore une fois, c'est le thème d'Ant-Man, un peu réinterprété, certes. Par contre, le film est rempli de plein de styles musicaux à travers les lieux qui sont visités au sein même du film. Et je dois admettre que cet aspect musical, moi, j'ai bien aimé. C'est ce qui me manquait justement avec Black Panther 2, où justement ça donnait l'impression que la musique était totalement plate, fade, alors que pourtant le compositeur musical de Black Panther 2 était quand même assez bon normalement dans ses musiques. Là, pour Ant-Man 3, je dois admettre que les musiques, on n'a pas juste le thème d'Ant-Man refait à toutes les sauces. Non, on a des variations, on a des styles musicaux différents, musique qui s'adapte selon le lieu, l'atmosphère, les personnages, le contexte, le background, bref, tout un tas de choses. Vous allez me dire, bah normal, oui, bah peut-être normal pour vous, hein, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que concrètement, il y a beaucoup de films qui ne se prêtent même pas à essayer de faire semblant. Celui-là, bah il essaye, réellement, j'ai bien aimé. Qui dit musique, on va rester sur la partie sonore. Bon, effet sonore, bon, il n'y a pas grand-chose qui m'a fait tiquer de ce côté-là. Le doublage est de qualité. Encore une fois, je ne peux pas dire les noms parce que ce serait spoiler un truc. Voilà, j'aimerais quand même vous laisser le plaisir de la découverte. Il y a de très bons comédiens et de comédiennes niveau doublage là-dessus. Bon, encore une fois, c'est du 5 étoiles, hein, vraiment c'est du qualitatif. Niveau histoire, alors, l'histoire sans le déjà vu. Sérieusement, on a l'impression que l'histoire, on l'a déjà vue à droite ou à gauche, etc. Oui, c'est vrai, hein, j'assume. C'est une histoire qu'on aurait tendance à avoir déjà vue dans plein de contenus. Jeux vidéo, séries télé, d'autres films. Oui, c'est vrai. Mais après, on peut très bien aussi utiliser une histoire déjà existante et apporter sa propre sauce. C'est ce que fait tout le monde avec le Noël de Dickens, je crois, où toutes les séries télé, dessins animés, etc., reprennent, je crois, le Noël de Charles Dickens, avec le fantôme des Noëls passés, présents, futurs, etc. Et chacun réinterprète ça à sa sauce. Là, vis-à-vis d'Ant-Man, alors attention, il n'a rien à voir avec Noël, hein, c'est juste pour vous donner un élément de comparaison. Là, vis-à-vis d'Ant-Man, au niveau de l'histoire, oui, l'histoire sans le déjà vu. Bah c'est pas grave. En soi, le but, c'est de démarrer la phase 5 de l'univers Marvel au cinéma. Alors, le truc, c'est que, comme Black Panther 2 n'avait pas jugé bon de terminer la phase 4 sur les chapeaux de roue, hein, parce que c'était le dernier film de la phase 4, forcément, Ant-Man 3 a la lourde tâche d'essayer de commencer une phase, alors, avec quelque chose peut-être d'ambitieux, réellement, enfin ambitieux. Ok, l'histoire sans le déjà vu, mais faut quand même garder des éléments de surprise et faut aussi le lier à tout un tas d'autres choses en rapport avec Marvel. Alors, c'est trop tôt pour le dire, mais est-ce qu'il y a un fusil de Tchekhov ou potentiellement un MacGuffin? Alors, je vais essayer d'expliquer. Le MacGuffin, je crois que ça vient de chez Hitchcock, enfin des films Hitchcock. En gros, c'est la recherche d'un objet en particulier, qui sera le cœur du film. Exemple, Indiana Jones 3, donc la dernière croisade. Le MacGuffin, c'est le Saint Graal. Voilà, pour vous donner l'exemple. Ou le premier film Harry Potter, donc à l'école des sorciers, le MacGuffin, c'est la pierre philosophale. Voilà. Donc c'est un objet qui est donc recherché. Le fusil de Tchekhov, c'est plus théâtral. Alors, techniquement, ça a été un fusil, donc d'où le fusil de Tchekhov. En gros, on vous montre un fusil et il doit servir dans l'œuvre, à un moment donné, dans l'œuvre, et il doit être important. Alors, c'est pas forcément un fusil, ça peut être autre chose, bien évidemment. Ça peut être un autre objet ou un autre contexte. À ne pas confondre aussi avec le setup payoff, quoique le setup payoff est assez proche, je trouve, du fusil de Tchekhov, selon mon opinion. Je ne suis pas expert, encore une fois. Vous allez avoir 36 000 experts cinéma qui vont dire non, c'est pas pareil. Si vous voulez, faites votre TP de cours de cinéma dans les commentaires, ça me fera plaisir, je vous répondrai, aucun problème. Le but, alors, je rappelle, hein, le but d'un film Marvel est de préparer un élément dans un film qui servira plus tard dans d'autres films ou d'autres séries Marvel. Le but est aussi de voir un film à part entière. Si je prends l'histoire telle qu'elle, je me dis, bon, ça sent le réchauffer, je me dis, pourquoi pas, j'ai déjà l'impression de l'avoir déjà vu, mais je me dis, pourquoi pas, j'ai envie de me laisser tenter. Et au final, par rapport à ce que me montre le film, alors,
je précise, j'avais vu aucune bande-annonce, aucun trailer, rien, que dalle. Je savais même pas qui allaient être les personnages dedans. Et waouh! Ah la surprise! Ah la surprise! Là, j'ai réussi à passer au travers de toutes les bandes-annonces. C'est surprenant d'ailleurs. Oui, j'avoue, c'est surprenant. D'habitude, je regarde toutes les bandes-annonces possibles parce que bon... Là, dans mon cinéma, cette semaine, au lieu de me mettre la bande-annonce de Mission Impossible, le prochain qui sort, ils m'ont mis la bande-annonce de Creed 3, donc j'ai vu la bande-annonce de Creed 3. Mais j'ai réussi à passer au travers de toute cette bande-annonce. Je vais aussi parler des effets spéciaux. Alors, et ou même de l'ambiance de manière générale. J'ai retrouvé plein de petites ambiances piochées à droite et à gauche, comme ça. J'ai retrouvé des ambiances, par exemple, à la Star Wars. J'ai trouvé des ambiances à la Mad Max. Alors, une toute petite touche, je dirais, je pense, de Blade Runner, un petit peu, à un moment donné. Clairement, il y a de tout. Et je ne pensais pas trouver un film si riche d'un point de vue contexte. Alors, les mauvaises langues vont certainement dire « Oui, mais bon, franchement, ça manque d'imagination. » On parlait d'Ant-Man, hein. Si vous prenez le premier film Ant-Man, c'est Ant-Man. Vous savez, le monsieur qui parle aux fourmis. Et ben là, Ant-Man 3, il a l'air d'être un petit peu plus grandiose, visiblement. Et c'est marrant de me dire que l'histoire d'Ant-Man 3, et le contexte, tout, je me dis que c'était ça qu'il fallait faire pour Black Panther 2, visiblement. Et qu'ils n'ont pas pu faire. Hein, c'est dommage, hein. Alors là, pour Ant-Man 3, alors oui, c'est pas aussi beau qu'Avatar 2, je sais, bien évidemment. En même temps, le MCU n'a pas pour vocation d'être aussi beau qu'un film fait par un grand maître comme James Cameron. Oui, le film n'est pas aussi beau qu'Avatar 2, mais il reste cependant très agréable pour la rétine. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, plutôt beau, plutôt sympa. Vraiment, il y a... On sent quand même que ça a été un peu retravaillé. Après, ça reste du Disney, hein, donc autant vous dire que normalement, ils ont accès à toutes les ressources graphiques nécessaires pour pouvoir travailler. Et ben, que dire de plus ? Musique, histoire, effets visuels, doublage, j'en ai parlé. Alors, le lien avec le reste du MCU, c'est trop tôt encore pour en parler. Je pense qu'il faudra attendre les prochains films Marvel. Attendez, bougez pas, je vais vous dire ça du coup. Alors, les prochains films Marvel. Les prochains films Marvel, qu'est-ce que j'ai noté, moi ? Gardiens de la Galaxie 3 le 3 mai. Et The Marvel le 26 juillet. Et visiblement, c'est à peu près les seuls Marvel pour l'instant annoncés de cette année. Donc autant vous dire que je ne pense pas que Ant-Man 3 aura un lien avec les autres films Marvel. Cependant, alors oui, j'ai oublié de préciser, les scènes post-crédit. Alors, il y a 2 scènes post-crédit, une après le petit générique de fin, donc ce que j'appelle le pré-générique de fin. Vous savez, le truc coloré avec les noms en gros, comme ça, etc. Et une après le très long générique de fin, écran noir avec écriture blanche, comme ça, qui monte. Donc il y a 2 scènes post-crédit. Voilà, si ça vous intéresse. Et j'étais persuadé que le film allait faire un truc. Finalement, il a préféré partir sur un autre chemin. Le film a réussi à me surprendre, personnellement. Et comme quoi, encore une fois, alors, je sais que c'est une phrase que je vais souvent dire. Ça peut être mon running gag de l'année 2023. C'est pas la taille qui compte. Alors oui, je l'ai dit vis-à-vis d'Astérix, mais pour c'est vrai que c'était le budget. Là, c'est la taille du héros. Je sens que ça va être mon épitaphe sur ma pierre tombale. C'est pas la taille qui compte. C'est assez drôle. Que dire de plus ? Honnêtement, bon, on sent qu'on est dans un Marvel. Il y a une continuité avec le reste du MCU. Il y a quelques clins d'œil à d'autres œuvres. J'ai pas grand chose à dire. Est-ce qu'il vaut clairement le fait d'aller dépenser 2 heures de sa vie et 9,80€ pour aller voir un film ? Ça peut être sympa entre potes, voilà. Je pense qu'il faut pas le prendre full méga premier degré sérieux. C'est un Marvel, les gens, hein. Faut pas s'attendre à un gros projet de film. Mais concrètement, oui, franchement, vous pouvez aller le voir sans trop de problème. Genre, je vais me faire un film avec des potes, puis après on ira au McDo juste après. Ouais, franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, oui, mais franchement, c'est assez divertissant. Alors, je n'ai pas vu en séance Ice, je l'ai vu en séance classique, du coup, donc je ne sais pas si clairement la séance Ice apporte quelque chose. Cependant, je n'ai pas noté de choses par rapport à la spatialisation du son. Pourtant, il me semble que ma salle est équipée d'un 7.1 et j'ai plus eu l'impression d'avoir affaire à du stéréo simple, peut-être du 5 points, mais alors honnêtement, ça donnait plus l'impression d'être sur du stéréo simple.
Donc niveau sonore, j'ai pas noté grand-chose. Je réfléchis si potentiellement vous avez d'hypothétiques phobies, encore une fois. Phobie du vide, attention, hein, si vous êtes un peu phobique du vide, là on va être sur beaucoup de choses qui pourraient peut-être vous mettre mal à l'aise si vous avez la peur du vide. Attention, je précise, ben voilà. Bon, après, si vous avez peur clairement des fourmis parce que ça ressemble trop à une araignée, bon, là aussi pour les arachnophobes. Mais globalement, j'ai pas d'autres remarques à faire, donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Avant de terminer cette vidéo, je me dois de faire une petite annonce. Alors, il est possible que la vidéo de la semaine prochaine ait un poil de retard. Normalement, elle était prévue pour être diffusée le samedi. Il est pas impossible qu'elle soit diffusée du coup le dimanche, du coup. Exceptionnellement, alors en fait c'est parce que la prochaine chronique sera basée sur la série Formula One sur Netflix et je compte en faire du coup une critique de la nouvelle saison qui débarque, même si je ferai aussi un petit récap également des anciennes saisons. Donc elle risque de sortir avec un peu de retard. Je vous prie de m'excuser là-dessus. Et d'ailleurs au passage, à partir de la semaine prochaine, il y aura du coup mon premier live Formule 1. Donc pour ceux que ça intéresse sur Twitch, twitch.tv/TheMrSmeo, je serai accompagné du coup de l'ami Elijah Racing qui viendra me faire un petit coucou, plus qu'un petit coucou, et il viendra animer avec moi. Donc on fera du coup un bilan de toutes les annonces Formule 1, histoire d'avoir les clés, les bases pour commencer cette nouvelle saison de Formule 1. Alors, le truc c'est que normalement, ces émissions-là, même si c'est du stream, normalement, ces émissions seront disponibles sur la chaîne studio, sur la chaîne principale, et pas sur la chaîne replay. C'est exceptionnel, et je ferai pas ça pour tous les streams, c'est juste parce que c'est mes streams Formule 1. Donc voilà, normalement j'ai fini avec les petites annonces, et ben... Finissons avec cette chronique du coup. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi, on se retrouve du coup la semaine prochaine, un peu en retard, je sais, pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à tous, salut!